Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une nouvelle stratégie gouvernementale renforcée pour stopper le coronavirus. Les axes de la riposte sont expliqués dans un instant par le ministre de la Santé publique. Le docteur Manaouda Malachi est l'invité du 20h30. Une nouvelle série de mesures pour protéger les économies de la CEMAC contre les incidences du Covid-19. Les résolutions de la réunion extraordinaire de Brazzaville, ce sera dans ce journal. Une institution nouvelle sur les rails pour la gouvernance locale, la National School of Local Administration a ses premiers dirigeants depuis la semaine dernière. Portrait à découvrir dans ce 20h30. Voilà pour les titres. La planète entière est sous le choc, tétanisée. Le coronavirus continue de tuer et d'infecter des centaines de personnes par jour à travers le monde. Au Cameroun, les pouvoirs publics restent mobilisés pour stopper la propagation du virus. Le ministre de la Santé publique est déjà dans ce studio pour expliquer les nouveaux axes de la riposte gouvernementale renforcée. Mais relevons d'abord pour les déplorer ces comportements à risque qui continuent toujours parmi nous, notamment cette inconscience des voyageurs en quarantaine à Yaoundé. Ils ont encore eu l'insouciance de recevoir des filles de joie dans leur hôtel à Yaoundé. Oswald Modon. La nouvelle n'était d'abord qu'une simple rumeur relayée par quelques alertes dans les réseaux sociaux. Puis la presse a commencé à s'y intéresser et le poteau rose sera finalement découvert par le préfet du département du Mfunti. Certains de nos compatriotes mis en quarantaine dans les hôtels de la place se permettent, pendant qu'ils sont mis en quarantaine, de recevoir la visite de belles de nuit qui passent des nuits entières dans ces hôtels. Avec leurs clients, des passagers du fameux vol du 17 mars ont réussi à tromper la vigilance du dispositif sécuritaire aujourd'hui renforcé. Depuis combien de temps la pratique durait-elle? Difficile à dire, mais l'autorité administrative a dû sévir. J'ai demandé au commissaire central numéro 1 de me monter très rapidement une opération qui visait à interpeller les belles de nuit. Nous avons interpellé près d'une cinquantaine qui sont gardés à vue en ce moment parce que j'ai décidé d'une mesure de garde à vue administrative à leur encontre. Et ce n'est là qu'un début, souligne le préfet Jean-Claude Tilla, qui entend ratisser large pour limiter la casse. Après la zone hôtel de ville, hippodrome et rond-point Loncac, les autres quartiers de la ville, à la réputation établie en la matière, verront le passage des forces de maintien de l'ordre pour la même opération. Tout porte à croire que ce n'est visiblement que le sommet de l'iceberg, puisque la chaîne de personnes potentiellement exposées a dû s'allonger avec les jours. Mais la détermination des pouvoirs publics est réelle. Question de couper net la chaîne de propagation. Ceci sans préjudice sur les poursuites judiciaires qui peuvent elles aussi être engagées, conformément à l'article 260 du Code pénal qui prévoit une peine de 3 mois à 3 ans d'emprisonnement pour toute personne qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et dangereuse. Comme les belles de nuit interpellées, les membres des familles qui ont également bravé les restrictions de la quarantaine sont dans le viseur des autorités. 4 hôtels sur les 17 réquisitionnés pour la cause à Yaoundé ont clairement été identifiés. Et en l'état, rien ne dit que cette pratique ne s'est limitée qu'au cas suscité. Une première réaction, Monsieur le ministre de la Santé publique, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Réaction à ce reportage. Oui, je pense que nous l'avons déjà décrié dans nos tweets successifs et puis dans nos prises de parole parce que nous avons appelé à la responsabilité de tous et notamment de ceux qui sont arrivés dans notre pays. C'est leur pays également, donc on ne peut pas en dire moins, mais ceux qui sont arrivés par le vol de 17. Si nous avons pris, et si le président de la République a demandé qu'ils soient confinés, c'est bien parce qu'il y avait quelques risques et il fallait, n'est-ce pas, que nous nous assurons au bout de 14 jours qu'il n'y a plus de risques. Mais lorsque nous avons ce genre de comportement, je pense que c'est irresponsable. Nous allons toujours continuer à le dire et nous avons sollicité des forces de maintien de l'ordre que la sécurité soit renforcée autour de ces hôtels pour qu'on n'assiste plus à ce genre de situation.
Nous vous retrouvons dans un instant pour écouter de vous les 4 axes nouveaux pour renforcer la riposte gouvernementale contre cette terrible pandémie. Mais d'abord, parlons de cette lueur d'espoir, la nouvelle de 2 autres guérisons, 2 anciens malades pris en charge à l'hôpital Jameau qui ont été déclarés guéris et qui ont regagné maintenant leur domicile. Parmi ces rescapés, une dame de 46 ans, elle témoigne ce soir de la maladie et elle appelle les populations à plus de responsabilité et de discipline. Témoignage inédit à suivre dans ce reportage de Franck Evina. À sa demande, son identité et son visage seront cachés. Au début, ça a été dur parce que quand vous êtes un peu culpabilisé quelque part, vous avez une maladie pour partager la famille et après le recul, vous prenez les choses positivement. L'hygiéniste désinfecte le lieu de l'interview par précaution, car bien que guérie, la dame de 46 ans est restée dans la zone contaminée en attendant les documents de sortie d'hôpital. Les patients Covid-19 que nous livrons ce jour sont des patients qui sont arrivés dans un état d'anxiété. Ils sont déjà négatifs parce que le test nous l'a prouvé. Sa prise en charge à l'hôpital Jameau commence le 16 mars. Elle rejoint alors en isolement le tout premier cas de Covid-19 enregistré ici, un homme de 34 ans, lui aussi, désormais rétabli. Nous avons entrepris de mettre sur pied plusieurs équipes composées d'un médecin, de 2 infirmiers, d'un assainisseur. Le traitement respectait effectivement les prescriptions de la hiérarchie qui demande que nous administrons des produits indiqués par rapport aux symptômes que des malades présentaient. Le corps médical mobilisé H24 sait pourtant le combat encore long. Si ces guérisons prouvent que le virus n'est pas invincible, le dépistage précoce réduit davantage ses capacités de nuisance. Aux autres patients qui sont dans la nature, qu'il est temps de se faire dépister tôt, de manière à pouvoir aussi sortir comme ceux d'aujourd'hui. Ce n'est pas du cinéma, la maladie est là. Nous devons tous mettre les efforts pour essayer de vaincre cette maladie. Monsieur le ministre de la Santé publique, on est maintenant accroché quotidiennement à vos tweets. On scrute nos téléphones fébrilement dès le matin pour entendre les derniers chiffres de la maladie et jusqu'au soir. Ce soir donc, quels chiffres? Alors peut-être avant de passer aux chiffres de ce soir, je voudrais dire qu'en plus de 2 qui sont guéris, n'est-ce pas, à l'hôpital Jameau, nous avons un qui est également sorti à l'hôpital central de Yaoundé ce soir. Et nous attendons 7 autres au niveau de l'hôpital général. Donc, il y a une dizaine de personnes aujourd'hui qui sont guéries complètement de ce Covid-19 et qui vont juste observer une petite période chez eux avant de pouvoir recouvrer toute leur mobilité. Nous parlons du protocole encore une fois tout à l'heure. Mais ce soir, les chiffres de la maladie? Alors, les chiffres ce soir, nous sommes à 142 cas. Parce que nous continuons de tester les passagers confinés au Cameroun dans le cadre des vols qui sont arrivés du 17 et suivants. Et sur 26 tests que nous avons, enfin, du moins sur les 26 tests que nous avons, on a eu 13 cas qui sont rajoutés. Aujourd'hui, nous sommes à 142 cas et la nouvelle aussi qui n'est pas bonne surtout, c'est que nous avons Limbé qui est rentré dans les cas confirmés en ce moment. On a un cas à Limbé. Et donc nous voulons encore davantage appeler, n'est-ce pas, les populations à venir se faire tester parce que nous avons cette possibilité de pouvoir ressortir tous ceux qui sont positifs de la communauté et pouvoir engager assez rapidement les soins pour eux. Vous annoncez justement depuis la fin de la semaine une stratégie plus renforcée encore avec 4 axes dans cette nouvelle riposte et elle entre en vigueur dans 2 jours, pratiquement le 2 avril exactement. Passons donc en revue ces 4 axes, Monsieur le ministre. Le premier annonce une recherche active et précoce de ces cas. Vous annoncez un testing généralisé. Comment vous allez procéder? Alors, sur ce point, je voudrais d'abord dire que c'est davantage le cas de la région du littoral qui nous fait un peu peur parce que
Nous avons beaucoup de passagers qui sont arrivés là et la plupart de ces passagers ont rompu la quarantaine. Donc, ils se trouvent en réalité dans la communauté. Et nous avons eu quelques surprises parce que nous parlions aujourd'hui de 6 décès, mais en réalité, ceux qui sont arrivés pour pouvoir suivre le protocole de nos formations sanitaires, il n'y a qu'un seul. Donc, les 5 autres n'ont pas fait un recours tout de suite à nos services. Et c'est pour cela que cela nous fait un peu peur. Maintenant, comment nous allons procéder? Parce que nous allons commencer effectivement par la région de littoral, notamment par Douala. Donc, nous avons les agents de santé communautaire qui sont sur le terrain. En fait, ces agents de santé communautaire avaient déjà été mobilisés parce que nous avions programmé une campagne de vaccination contre la polio. Et donc, nous avons trouvé bon de ne pas les faire disperser, de les remobiliser à nouveau. Nous allons donner à chaque agent de santé communautaire, je rappelle qu'ils sont environ 1499, ils vont aller faire du porte-à-porte et nous leur remettrons un smartphone. Et avec le smartphone, il y a une application à l'intérieur qui sort l'algorithme en réalité. Et donc, quand ils renseignent simplement le smartphone, lorsqu'ils sont dans un ménage, il y a une alerte qui est donnée. Et cette alerte de prélèvement, tout de suite, on le fait et puis on le fait tester. Et sur l'étendue du territoire national? Nous allons le faire sur l'étendue du territoire. 1499 Non, juste dans la ville de Douala. Dans la ville de Douala seulement? Oui, c'est juste dans la ville de Douala. Parce que nous allons faire du porte-à-porte. Ce n'est pas un échantillonnage, mais nous allons faire du porte-à-porte. Il fallait le préciser. Voilà, nous allons faire du porte-à-porte. Et donc, dès qu'on a cette alerte-là, nous prélevons la personne. Et comme nous avons également déconcentré les laboratoires, il y aura un laboratoire au niveau de la Kentini qui va faire les tests déjà. Ce n'est pas que le centre Pasteur. Donc, les prélèvements, les échantillons qui seront prélevés à Douala ne vont pas être renvoyés comme c'est le cas maintenant à Yaoundé au centre Pasteur. Ça va être testé sur place et du coup, nous aurons les résultats. Mais c'est davantage l'objectif qui est derrière qui est plus intéressant. Parce que plus vous avez des cas positifs dans la communauté, plus vous avez des contaminations. Et dans l'algorithme qui a été tracé, les scientifiques nous disent aujourd'hui qu'une personne peut en contaminer 2,5 ou 3 tout de suite. Et imaginez-vous que les 2,5 ou 3 vont en contaminer également avec d'autres personnes. Donc, notre objectif, c'est de les sortir, de les sortir de la communauté pour pouvoir les prendre en charge. Mais pour ce pic que vous dites de craindre à Douala, pourquoi n'irions-nous pas chercher simplement le manifeste de ce vol-là ou de ces vols que vous évoquez, ces voyageurs qui sont arrivés, qui seraient arrivés de Douala à Douala, de pays étrangers, pour voir exactement qui ils sont, où on peut les retrouver? Ce serait peut-être une manière de quadriller rapidement cette question, Monsieur le ministre. En effet, c'est une question qui se pose. Oui, en effet, il y a un travail qui se fait sur ce point. On ne va même pas chercher parce qu'on a leur nom, on les connaît en fait, on a le numéro. Nous voulons simplement respecter un certain nombre d'éthiques, n'est-ce pas, et de la réglementation sanitaire internationale, qui voudrait qu'on ne publie pas le nom des gens comme cela. Donc, nous avons tous ces noms et c'est pour ça que nous disons, nous leur donnons la possibilité de venir eux-mêmes se faire tester. Et maintenant que ça va concerner tout le monde, je pense qu'ils peuvent profiter de l'occasion pour se faire tester et nous allons passer à autre chose. Mais si ça ne sera pas fait et si nous constatons effectivement que ce n'est pas fait, c'est vrai, nous serons obligés de publier les noms. Alors, passons au deuxième axe de cette riposte renforcée. Vous annoncez la prise en charge qualificative des cas avec extension des capacités. Expliquez un peu. Qu'est-ce qui va changer et ces capacités? Alors, déjà, ce qui va changer dans le cadre de la prise en charge, c'est que nous avons déjà éprouvé notre protocole de prise en charge des cas. Et donc, au fur et à mesure que nous avons des malades qui sortent, ça veut dire que nous montons en termes de qualité de prise en charge. Et donc, nos médecins que je voudrais déjà ici véritablement saluer et remercier pour l'abnégation, pour le risque qu'ils courent, pour le sacrifice qu'ils font, je voudrais dire que nous avons déjà un protocole qui est satisfaisant. Donc, sur ce point de qualité... Comment il se présente, ce protocole, Monsieur le ministre, si ce n'est pas un secret scientifique? Je pense qu'en d'autres circonstances, on pourra le dire. Pour le moment, laissons les médecins qui s'occupent de la prise en charge s'occuper
n'est-ce pas, de la nature du protocole scientifique et le reste viendra par la suite. Très bien. Maintenant, nous monterons en capacité aussi parce que nous pensons qu'avec le testing généralisé, nous pourrons avoir beaucoup de cas. Et en l'état actuel, on ne va pas continuer à se contenter de 50 lits, de 100 lits. C'est pour ça que nous avons exploré. Et aujourd'hui, comme je l'ai précisé, sur Yaoundé, nous avons 550 lits qu'offre le logement social de Dolembe. C'est assez, monsieur le ministre? Nous pensons que c'est déjà quelque chose, parce qu'il faudrait bien les avoir. Et là, dans ce logement social, nous aurons un bloc qu'on va réserver au personnel médical avec tout le déploiement. Nous aurons le reste pour la prise en charge des cas et au parking, nous aurons une ou deux ambulances. Ces ambulances vont servir directement si jamais un cas se complique. Ça, c'est pour Yaoundé. Ça, c'est pour Yaoundé. Ça se reproduit pareil à Douala. C'est la même chose à Douala, mais à Douala, on a un peu plus. On a 650 lits que nous aurons à Yassa. Et donc, nous allons faire la même chose. Et nous sommes encore en train d'explorer d'autres possibilités en termes des hôpitaux de fortune ou des hôpitaux de campagne que nous allons déployer. Et ça nous fera exactement passer à l'échelle en termes de capacité de prise en charge. Dans cette prise en charge, monsieur le ministre de la Santé publique, il faut évoquer ceux qui sont mis en quarantaine. Et ils y sont encore, même de ce vol du 17 mars, il faut compter 14 jours et ils y sont toujours. Comment ça se passe? Comment est faite cette prise en charge? Est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes? Est-ce que ce sont les familles qui s'en occupent? Est-ce que c'est l'État? Non. Jusqu'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé la campagne contre le Covid-19, c'est l'État qui s'occupe de tout. Ça, il faut le dire tout de suite. Donc, que ce soit les tests, que ce soit les prises en charge, parce que ces prises en charge nous coûtent énormément. Nous avons surtout le cas qui est décédé à l'hôpital central, il nous prenait 2 à 3 bonbonnes par jour d'oxygène. Et allez simplement savoir combien ça fait. Donc, et ça, c'est l'État qui prend en charge. Maintenant, pour les mises en quarantaine... Dans les hôtels. Dans les hôtels, depuis qu'ils sont arrivés, c'est l'État qui paye les chambres d'hôtel. C'est l'État qui paye le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, ils sont globalement pris en charge. Et d'ailleurs, nous avons à ce moment une facture de 630 millions de francs CFA, que ce soit sur Yaoundé et Douala. Ça nous fait une ronde de somme de 630 millions que l'État va régler de toutes les manières. Donc, je crois que sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'ils sont abandonnés parce que nous avons, même sur le plan médical également, installé au hall de chaque hôtel des agents de santé, c'est-à-dire que des médecins qui surveillent la température, qui surveillent la situation et qui essayent de leur apporter toute l'assistance médicale souhaitée. Donc, véritablement, nous continuerons sur ce point, mais nous arrivons au bout. Notre objectif, c'est de pouvoir les tester après, que ceux qui sont positifs soient captés pour pouvoir être pris en charge. Et maintenant, ceux qui sont négatifs, on va leur demander d'aller passer un peu de temps en autoconfinement à la maison pour pouvoir atteindre les 14 jours et pouvoir bénéficier de leur mobilité. Comptant simplement sur leur discipline. Voilà. Monsieur le ministre, sur ce chapitre de la prise en charge, avant de passer au dernier axe de cette riposte, quelle est la position du Cameroun sur ce débat autour de la chloroquine? Je crois que je l'avais déjà dit ici. D'ailleurs, les questions reviennent et les interrogations persistent. Oui, la chloroquine, je l'ai dit, a un avantage certain dans la prise en charge des cas Covid-19. Ça, il faut le dire. Mais je ne peux pas vous dire, et aucun scientifique ne peut vous dire aujourd'hui, que la chloroquine est le remède qu'on a trouvé dans le cas de traitement du Covid-19. Les expérimentations sont en cours. Attendons le résultat, n'est-ce pas, de ce qui est fait en ce moment. Et nous allons savoir si oui ou non ce n'est que la chloroquine qui soigne le Covid-19. Mais pour le moment, ça a un avantage certain parce que tous les protocoles que nous avons sont bâtis autour de la chloroquine. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Maintenant, vous parlez également dans ces 4 axes de la régulation, la distanciation sociale certainement, pour éviter la propagation. Mais ça, on ne sait pas comment trop l'appliquer dans notre société où la proximité est presque de règle. Alors, l'axe de la régulation sociale arrive dans un débat
de confinement total, confinement partiel, confinement ou pas confinement. Voilà le débat en réalité. Et donc, alors dans on cet axe, répond quoi dans cet axe, aujourd'hui, monsieur le ministre? Aujourd'hui, nous confinement total bientôt, pas du tout, jamais. Alors, nous répondons ici qu'il faut juste une régulation sociale. Qu'est-ce que nous entendons par régulation sociale? Parce qu'il faudrait éviter de placer nos compatriotes devant un choix entre la maladie et la famine, ou c'est pas moi la... Ça, nous refusons de faire des suggestions comme ça au gouvernement pour qu'on dise choisissez entre le confinement total qui peut créer la précarité et puis la maladie qui, s'il n'y a pas de confinement total, peut avoir une flambée. Maintenant, ce que nous proposons, c'est qu'il faudrait que dans cette relation que nous avons, que nous prenions des dispositions pour qu'il y ait moins de propagation de la maladie si possible. Nous entendons quoi? C'est-à-dire que si nous allons dans un marché, il faudrait que nous ayons des points, par exemple, de lavage, de l'eau pour le lavage de mains, que nous ayons un minimum de sécurité dans le cadre de ceux qui vendent ou de ceux qui achètent les produits. Et d'ailleurs, dans le cadre de ces mesures, le président de la République, son Excellence Paul Biya, avait dit qu'il faudrait qu'on régule le flux, n'est-ce pas, au niveau des marchés. Donc, voilà ce que nous appelons, et puis utiliser cette formule de distanciation sociale. Mais on voit bien que c'est assez compliqué de réguler nos marchés. C'est vrai. Ceux surtout en plein air, nos grands marchés à Yaoundé, à Douala, restent très fréquentés. Et là, vous passez au 4e axe sur la gouvernance et la redevabilité. On a compris que c'est cette faculté à impliquer et rendre compte à tous ceux qui sont concernés par ce sujet. Et nous sommes tous concernés. Comment vous faites cela? Alors, je l'avais dit encore une fois de plus que depuis le début de cette épidémie, les instructions du président de la République ont été très claires. Il faut être transparent avec les Camerounais, transparent dans la gestion de l'épidémie en fait. Et nous voulons appliquer cette transparence même dans le cadre de la gestion. Déjà, au niveau de la coordination, il faut clairement que nous ayons une direction à prendre. Il faut clairement que nous ayons tous les acteurs et que ça soit connu. Voilà comment fonctionne la coordination. Encore qu'aujourd'hui, nous allons vers une déconcentration, une décentralisation de la riposte. Donc, il faudrait que nous soyons clairement identifiés en termes de coordination. Maintenant, le président de la République a autorisé, n'est-ce pas, la création d'un fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, qui va recevoir, ne serait-ce que, déjà, a reçu les fonds publics, vont recevoir la contribution des entreprises citoyennes de tout Camerounais. On constate effectivement quelques millions qui entrent dans votre cagnotte. Voilà. Et donc, pour nous, c'est de rendre compte, de dire comment nous utilisons le 1 franc que nous recevons, soit d'une entreprise, soit des fonds publics. Et ça, j'ai demandé à ceux qui sont en charge, parce qu'il faudra le dire ici, ce n'est pas le ministre de la Santé publique que je suis qui est l'ordonnateur de ce compte. Donc, j'ai simplement pris la mesure pour demander à ceux qui sont en charge de la gestion de nous faire... Il y a un ordonnateur et un régisseur. Et il y a un compte qui a été ouvert, dédié, et qui est intitulé MinSanté Covid, riposte Covid-19. Et donc, ceux qui sont en charge de la gestion de ce compte devront rendre compte par semaine. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, qu'on nous dise, voilà les opérations qui avaient été programmées, et voilà les opérations que nous avons opérées cette semaine. Et moi aussi, je rendrai compte à ceux qui sont au-dessus de moi, ça c'est clair. D'accord. Pour finir, Monsieur le Ministre, vous avez créé un conseil scientifique et nommé des membres de ce conseil en fin de semaine dernière. À quoi il sert ce conseil scientifique dans votre dispositif? Alors, vous faites bien de le dire parce que vous avez posé une question tout à l'heure sur la chloroquine. C'est une question qui est passée au conseil. Nous parlons tout à l'heure du protocole de soins. C'est une question qui est passée au conseil. Et je voudrais dire que ce conseil n'est pas qu'au niveau national. On aura des conseils scientifiques régionaux. Et donc, nous savons que le conseil est l'organe qui donne un avis, n'est-ce pas, au système de gestion d'incidents et un avis technique. Et donc, ce conseil comporte en son sein des virologues, des infectiologues, des économistes, parce qu'il faudra également voir l'aspect économique. L'incidence économique, voilà. On en parle dans une ça, c'est clair. Poignée de secondes. C'est clair, donc il faut avoir cette incidence, il faut avoir l'incidence sociologique même de l'épidémie. Et donc, tout ce monde-là se retrouve, discute des questions
Et pourtant, et puis, nous font, n'est-ce pas, des suggestions pour que nous puissions soit obtenir des instructions là-dessus, soit implémenter. Donc, c'est un organe, une instance assez important dans le cadre de notre dispositif. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique. On l'a dit la dernière fois, revenez-nous à chaque moment qu'il y a du nouveau et on vous sollicitera également de cette façon-là. Mais est-ce que la maladie va continuer d'avancer comme on l'annonce? C'est la dernière. Oui, je voudrais dire que nécessairement l'épidémie va continuer. Mais il faudra se dire quelque chose, c'est que actuellement le gouvernement s'est donné tous les moyens pour contenir cette pandémie. Et ces moyens que le gouvernement s'est donnés portent des fruits parce qu'aujourd'hui, on nous avait annoncé, n'est-ce pas, cette semaine, une flambée, on aurait 600 cas, 800 cas, mais en réalité, nous continuons à maîtriser la situation. Maintenant, nous attendons simplement une adhésion et une responsabilisation de chaque citoyen. Parce que seul le gouvernement ne peut pas arrêter si nous ne respectons pas les mesures édictées par le président de la République, si nous ne respectons pas les mesures d'hygiène usuelles, habituelles, élémentaires. Quand on dit « lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau coulante et du savon ». Il faut de l'eau également dans les quartiers. Oui, nous devons avoir de l'eau dans les quartiers. Et je pense qu'il y a le ministre de l'eau et de l'énergie en train de travailler à cela pour que nous disponibilisions de l'eau et même des points d'eau. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, dans les marchés, nous devons avoir des points d'eau pour laver les mains. Il faut que nous observions cette mesure de distanciation sociale. Et une autre chose, c'est que on ne le dira jamais assez. Évitons de sortir pour flâner. 20h30 ne sera jamais assez, effectivement. Voilà. Évitons de flâner. Si nous n'avons pas quelque chose de très précis à faire dehors, restons chez nous. C'est important pour tout le monde. Merci, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour tous ces importants rappels, ces importantes informations. Et comme je l'ai dit, vous reviendrez certainement. Merci. Le coronavirus, vous le disiez tantôt, Monsieur le ministre, a déjà des incidences négatives sur les économies des États de la CEMAC. Ils étaient réunis le dernier week-end à Brazzaville, au Congo. Les ministres de l'économie et des finances de la sous-région, ils tenaient là-bas une réunion extraordinaire du PREF-CEMAC. C'est le programme de réformes économiques et financières de la sous-région. Les principales résolutions de cette rencontre, c'est dans cet extrait du communiqué final. Écoutez. Mobiliser les institutions financières sous-régionales, à savoir la BEAC et la BDEAC, ainsi que les marchés financiers sous-régionaux, en vue d'accroître les ressources budgétaires des États pour faire face aux trois chocs sanitaires, économiques et sécuritaires. Mobiliser les banques nationales en vue d'un plus large financement des entreprises. Recourir aux facilités d'urgence mises en place par les institutions financières internationales et régionales pour venir en aide aux États dont les économies sont fragilisées. La priorité devra absolument être accordée aux dépenses de santé et d'amortissement des chocs économiques et sociaux. Inviter les États à réallouer les fonds affectés aux dépenses publiques non prioritaires vers le renforcement du système de santé. Recommander aux États d'adopter dans les plus brefs délais possibles des lois de finances rectificatives 2020 en vue de renforcer les moyens de lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 tout en garantissant le fonctionnement régulier de nos États. Concernant la politique monétaire et le système financier, continuer d'assurer une bonne mise en œuvre de la réglementation des changes, donner acte à la BEAC du relèvement par elle du niveau d'injection de liquidités dans le système bancaire sous-régional à hauteur de 500 milliards de francs CFA. Appuyer la BEAC dans sa proposition de relever ce niveau en cas de besoin. Approuver l'utilisation de l'enveloppe de 90 milliards de francs CFA mise à la disposition de la BDAC par la BEAC
pour le financement des projets publics portant sur la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le renforcement des systèmes sanitaires nationaux. C'était le professeur Michel Cyr Djena Wembou. Il est le secrétaire permanent du PREF CEMAC sur les résolutions de cette réunion de Brazzaville. Mais question ce soir, quel levier le Cameroun actionner pour adapter son économie à cette batterie de mesures ainsi annoncées? Question à Lucrèce Mabenga. Les prescriptions du PREF CEMAC ont pour principe actif l'atténuation des effets secondaires du Covid-19 sur les économies de la sous-région et partant sur celles du Cameroun. S'agissant des politiques budgétaires et précisément des allègements fiscaux, ils devraient impacter tous les secteurs victimes du coronavirus. Il serait important de procéder à un certain nombre d'exonérations fiscales pour certaines activités qui se trouveront fortement impactées par la crise sanitaire. Cependant, pour continuer de faire face à ces charges, l'État du Cameroun pourrait puiser dans des niches peu ou mal imposées. Nous avons fortement l'économie numérique qui a été déjà mobilisée dans le cadre de la loi des finances, mais qui à l'heure actuelle n'est pas encore véritablement mobilisée dans notre État. À l'heure actuelle, nous avons, n'est-ce pas, l'impôt sur le revenu foncier qui est encore très faiblement mobilisé. C'est un levier qu'il faudrait fortement mobiliser. Par ces temps de nécessaires correctifs budgétaires, l'espoir est que l'État réoriente ses priorités. Il s'agit de diminuer les ressources qui sont allouées à d'autres secteurs et augmenter les ressources au secteur santé et notamment et spécifiquement pour pouvoir lutter contre le virus. Pour ce qui est de l'international, l'heure est peut-être venue pour le Cameroun de profiter des pandemic bonds. Et les nouvelles possibilités d'avoir des ressources, notamment auprès de la Banque mondiale, qui a mis sur pied un pandemic fund depuis 3 ans et qui n'est pas encore utilisé. Il s'agit donc de monter un dossier et soumettre, n'est-ce pas, au financement du pandemic fund de la Banque mondiale. La pilule du Covid-19 est dure à avaler pour l'économie du Cameroun, déjà aux prises avec la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Seule la juste posologie lui permettra de retrouver sa santé. On le constate donc, l'Afrique centrale se présente en rang serré contre le coronavirus. Il convient de saluer ce front uni qui devrait apporter une réponse communautaire à cette menace globale, une menace globale que constitue donc la pandémie. On voit bien là l'influence positive de l'option communautaire généralement prônée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, lui qui tient le gouvernail de la CEMAC en ce moment même en tant que président en exercice de cette communauté. Voici le commentaire de Rodrigue Bertrand-Tueno. La sous-région Afrique centrale est confrontée pour la première fois de son existence à un double choc. Le Covid-19 qui se répand comme une traînée de poudre et la baisse des prix du pétrole, principale source de devises de la CEMAC. Aucune institution spécialisée en prospective n'avait entrevu une telle situation où la contrainte du resserrement des activités au sein des pays membres irait de pair avec l'urgence de gérer une crise sanitaire. Face à une telle situation, les chefs d'État de la CEMAC étaient attendus et ils n'ont pas déçu. Car au-delà des mesures nationales, une synergie sous-régionale était nécessaire pour relever le défi. D'autant que les effets de la pandémie seront impitoyables. La sous-région rentre progressivement dans une phase où les pertes en vies humaines pourraient être lourdes si les mesures barrières ne brisent pas la déferlante annoncée par la très sérieuse Organisation des Nations Unies. Moins vive, moins visible à l'immédiat, mais non moins ravageuse seront les incidences budgétaires, macroéconomiques et financières et surtout les dommages sur les échanges intracommunautaires qui étaient déjà squelettiques. Ainsi, la vingtaine de recommandations faites à Brazzaville montrent bien que les chefs d'État de l'institution sous-régionale ont été proactifs et veulent éviter que la propagation du virus n'ait des conséquences dramatiques sur le plan humain et sur le plan économique.
Et dans ce train de mesures économiques face au coronavirus, le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, se déclare solidaire de la riposte gouvernementale. Dans un communiqué rendu public en fin de semaine, le patronat camerounais appelle également à soutenir les entreprises nationales pour sauver l'économie. Pour d'autres précisions, retrouvons Olivier Kingemoli à Douala. État, entreprises, salariés, sociétés civiles, tous concernés par le Covid-19, probablement le plus grand défi de notre génération. Ainsi s'exprime le JICAM par voie de communiqué rendu public en fin de semaine dernière. Le monde économique constitue les forces arrière dans la guerre contre la pandémie. Le patronat en appelle alors à la solidarité entre les entreprises, notamment dans la gestion des relations contractuelles entre clients et fournisseurs, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre banquiers et entreprises, entre créanciers et débiteurs. Tout en se félicitant des 13 mesures gouvernementales prononcées le 17 mars dernier, le principal mouvement patronal du Cameroun a formulé quelques propositions de mesures complémentaires urgentes à prendre. Nous avons évoqué la question des importations avec les mesures de confinement qui aujourd'hui ont été prises dans nos pays partenaires. Il y a des procédures administratives, notamment à l'embarquement, qui ne peuvent plus être faites. Il faudrait que ici, par exemple, on en tienne compte. Les questions, nous sommes dans le télétravail. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer également le télépaiement de certaines charges ou bien de certaines redevances? C'est un appel à la synergie publique-privée pour juguler tout effet néfaste du Covid-19 sur la vie de nos entreprises. La région de l'Ouest est en émoi. Les autorités sanitaires là-bas annoncent 4 cas de coronavirus depuis hier dimanche. Le 4e cas positif est un personnel du centre médical d'arrondissement de Lafé-Baleng. Et il sera entré en contact avec un malade en transit dans ce centre. Et le délégué régional de la santé publique et les autorités locales ont immédiatement décidé de la fermeture de ce centre médical de Bafoussam 2e et de la mise en quarantaine de tout son personnel. Christelle Kemonye à Bafoussam. Centre médical d'arrondissement de Lafé-Baleng ce lundi matin, le cadenas est mis sur la barrière, la cour vide, les bâtiments fermés. Ici, un personnel de santé habillé en tenue de protection désinfecte coins et recoins. Dans les salles, tout le personnel de santé de ce centre hospitalier et les patients internés subissent des prélèvements. Ils seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Un cas de coronavirus a été détecté et confirmé chez un personnel de santé. Nous sommes là, les rassurés de la situation. Nous avons procédé au prélèvement systématique de toutes les personnes qui travaillent ici et les malades qui s'y trouvent actuellement. Une alarme a retenti et les responsables de santé adoptent des stratégies pour que cela ne se répète plus au cours de cette pandémie. Nous nous sommes rendus compte que la cartographie des contacts, c'est partout. Nous avons convoqué tous les directeurs d'hôpitaux et districts de la région sanitaire de l'Ouest et avec des personnels de laboratoire et certaines personnes qui sont des hygiénistes pour les priver sur le safety. Comment ils doivent protéger déjà, ils doivent se comporter dans leur formation sanitaire déjà pour protéger le personnel. Ces chefs des 20 districts de santé de l'Ouest et les responsables de quelques structures sanitaires privées sont désormais outillés pour la détection des cas suspects de coronavirus, mais aussi pour assurer leur propre protection. Allons à Maroua, dans la région de l'extrême nord, et toute la région est d'ailleurs en phase avec les mesures barrières prises par le gouvernement dans ce combat contre le virus. La ville de Maroua est fermée, les débits de boissons et autres lieux publics sont à l'arrêt dès 18h dans la soirée. Le constat avec Alexis Guidartou. La commune de ville de Maroua renforce les mesures de lutte contre le Covid-19 dans certaines structures implantées dans son ressort de compétences. C'est ce qui a guidé les pas de cette municipalité à l'aéroport de Maroua-Salak et l'équipe avait les mains chargées de matériel de lutte contre la maladie. L'aéroport international est la porte d'entrée de la ville de Maroua, pour ne pas dire de l'extrême nord. Il était donc de notre devoir de mettre à la disposition de l'aéroport des thermoflash
des seaux d'eau pour le lavage des mains, mais également du gel. Mû par le désir de faire appliquer par la population les mesures gouvernementales, les services techniques de la commune de Ville, sous la conduite du chef de l'exécutif municipal, s'est aussi déployé au marché de Salak avec un message à l'endroit de la masse. J'ai élu bureau auprès des populations pour la sensibilisation sur la prévention de cette maladie. Et cela maintenant se fera au quotidien. L'équipe municipale n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et appelle la population à être responsable et soucieuse de la santé de tous et de chacun. La sensibilisation contre le Covid-19 à travers la chanson Aebolova dans le sud, l'artiste Gizo Lamour donne de la voix là-bas. Il écume des agences de voyage avec sa guitare pour faire passer le message de la prise de conscience en toute convivialité. Georges Ndji, Aebolova. Il a bravé soleil, embouteillage de marché et de gares routières à l'aide de sa canne blanche pour sensibiliser avec des mélodies très franches. Au son de la guitare et du piano, il rappelle aux populations la nécessité de respecter les mesures gouvernementales ô combien vitales. Le chansonnier s'est compté sur la force de caractère des Camerounais, cette force qui a permis au bloc armé nation de flanquer une sacrée raclée à la nébuleuse Boko Haram. Face à cette nouvelle menace, l'esprit camerounais vaincra. Le Cameroun est un pays béni. Il y a eu la crise économique qui a frappé le Cameroun, mais le Cameroun est resté fort. Et qu'on a discuté Bakassi, on a eu à gagner cette guerre. Je vais parler de Boko Haram qui est en train d'agoniser. Il est déjà mort grâce à l'unanimité et à la force de frappe du Cameroun. Le Kourouna ne peut pas nous vaincre. Il suffit qu'on prenne conscience. L'artiste veut appeler et interpeller les uns et les autres à une prise de conscience rapide pour un peu plus de discipline. Il n'y a pas de progrès quand les gens sont malades. Donc, je dois descendre pour parler à mes fans, à la population, de prendre au sérieux cette maladie et surtout de respecter les mesures établies par le président de la République du Cameroun, les règles du jeûne. Tout le monde doit s'y impliquer. Avec des vers bien rythmés, des notes bien cadencées, Gizo Lamour, l'artiste non-voyant, nous prouve une fois de plus avec ses mots de Pilberg. Les aveugles possèdent un regard intérieur et ils voient ce qui nous demeure caché. Voyons à présent la cartographie mondiale de la pandémie avec toujours une propagation exponentielle du virus à travers les grandes capitales occidentales. 2000 nouveaux décès ce lundi selon l'Organisation mondiale de la santé, dont le plus gros chiffre en Italie. Et sur le continent africain, le Maghreb reste toujours la région la plus touchée. Joël Igor Abanda. En ce 30 mars 2020, de nombreux pays africains affectés par la pandémie du Covid-19 renforcent leur sécurité sanitaire. Le Nigeria met déjà en place la logistique pour parer à toute éventualité. Le pays qui a déjà enregistré un décès de suite du Covid-19 s'apprête à en accueillir davantage. Le Burkina Faso, l'autre pays d'Afrique noire le plus endeuillé, avec 12 décès à ce jour sur 222 personnes infectées, a aussi durci sa protection. Ceci grâce à des mesures préventives rigoureuses. L'Afrique est plus infectée dans sa partie du Maghreb. L'Égypte, pays le plus infecté, avec plus de 600 malades, a enregistré à ce jour 40 décès. L'Algérie pleure depuis le début de la pandémie, 35 morts sur près de 600 infectés. Seul le Maroc a enregistré ce jour 3 nouveaux décès, portant le nombre total de décès à 29. Mais sur près de 29 000 nouveaux cas d'infection au coronavirus à travers le monde, ce jour, l'Occident paye le plus fort tribut. Ces dernières 24 heures, l'Italie paie plus de 800 malades, ce qui porte à plus de 7 300 le nombre de décès dans le pays, avec plus de 100 000 infectés à ce jour. Le deuxième pays d'Europe le plus touché reste l'Espagne, qui sur plus de 85 000 infectés a enregistré ce lundi plus de 500 décès, soit plus de 7 440 décès depuis le début de la pandémie. Les États-Unis d'Amérique
l'Afrique reste le pays le plus infecté au coronavirus, avec plus de 145 000 malades et plus de 2600 décès. La France n'a pas enregistré de nouveaux décès ce jour. La Chine, quant à elle, reste le pays d'Asie le plus frappé par le Covid-19. Le pays a enregistré ces dernières heures 4 nouveaux décès et compte déjà plus de 3300 morts sur plus de 81 000 personnes infectées. Le monde entier enregistre plus de 2140 décès avec environ 29 000 nouvelles personnes infectées au coronavirus. Effroyable. Ouvrons à présent la série sur l'opération d'émission des titres du Trésor tel qu'annoncé. L'opération sera lancée dans une semaine, ce sera le 8 avril, pour un montant attendu de 220 milliards de francs CFA, montant destiné à la suite des financements des projets de développement inscrits au budget 2020. La rédaction ouvre donc ce soir une série pour expliquer l'intérêt de cette opération. Premier arrêt, plein feu sur les projets d'infrastructures routières qui attendent ce bol d'air. Lucrèce Mebenga. Il se dresse majestueusement sur le Vouri. C'est le deuxième pont de ce fleuve. Long de 5 km, cet ouvrage est certes le fruit de la coopération franco-camerounaise, mais il est avant tout le fruit des efforts des souscripteurs aux opérations d'émission des titres publics. Oui, sans les 19,64 milliards de francs CFA injectés par le Cameroun en guise de fonds de contrepartie, cet ouvrage d'art n'aurait peut-être jamais vu le jour. Il en est du deuxième pont sur le Vouri, comme du pont de Batchenga, à une échelle inférieure certainement. Mais les riverains savent ce qu'ils ont gagné grâce à la construction de ce pont qui les conduit jusqu'à Yoko sans poussière. Ce rêve, on a attendu ça depuis longtemps. Finalement, Dieu a accepté. Nous allons gagner en temps. On n'aura plus de problème de voyager. Nos marchandises, nos vivres, nous allons facilement les vendre, les écouler. Je suis née ici et j'ai vu comment nous avons beaucoup souffert depuis mon enfance. J'ai vécu vraiment un traumatisme. J'ai fait beaucoup dans l'agriculture, mais je n'ai pas pu gagner. Mais aujourd'hui, avec le pont qu'on nous a donné, je crois que nous sommes des gens très heureux. 3608 km de routes construites, réhabilitées au bitumé dans le cadre de ces opérations d'émission des titres en 10 ans. Environ 428 milliards de francs CFA de financement, 64 330 emplois créés pour que le développement passe dans plusieurs localités du Cameroun. La ring road dans le nord-ouest, les pénétrantes est et ouest de Douala, les voies de désenclavement des bassins de production de l'ouest, les kilomètres d'autoroute dans le centre et le sud, les voies de contournement des stades, et j'en passe. La route est certes encore longue, mais le Cameroun a fait une partie du chemin. La suite demain. Allons à la page politique et à l'Assemblée nationale d'abord, où les députés examinaient ce lundi les projets de loi déposés à l'hémicycle en fin de semaine. Les ministres de l'économie, des transports et du travail et celui des relations extérieures ont ensemble défendu les 3 projets de texte relatifs à la ratification par le président de la République de certaines conventions internationales. La synthèse de ces travaux, Clarisse Tank. Au terme de la 9e session extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue le 18 décembre 2019 à Libreville au Gabon, les États membres de la CEAC ont procédé à la révision puis à la signature des textes organiques ainsi qu'à la réforme institutionnelle de cette organisation sous-régionale. Le Cameroun, étant signataire du traité révisé, doit souscrire à la procédure de ratification. Ces instruments vont permettre à notre pays de participer aux côtés des autres pays à l'intégration sous-régionale, à la promotion des activités économiques, à la promotion bien entendu de la mutualisation des efforts face aux différents défis. Également en examen, le projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. Le Cameroun, actuellement doté de 2 ports à l'activité commerciale intense, est hautement concerné par la mise en place et l'opérationnalisation du système des eaux de ballast. Avec cette convention, nous serons organisés pour préserver nos eaux territoriales
nos populations, notre faune et notre flore. Le ministre Grégoire Ouna défendait devant la commission BANMI le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité révisé de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale adopté le 14 février 2014 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Cameroun appartient à un ensemble de 17 pays qui constituent la Cypresse. Donc nous devons réguler afin de mieux renforcer les capacités d'avancer pour la CNPS. Voilà qui devrait permettre au Cameroun de rationaliser son système de prévoyance sociale et d'améliorer la compétence des gestionnaires de la protection sociale. Et pour les législatives partielles, la Commission nationale de recensement général des votes s'est réunie ce lundi au siège du Conseil constitutionnel à Yaoundé pour entamer l'étude des procès-verbaux des commissions départementales venues des 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest concernées par ces partiels du 22 mars. Les travaux sont présidés par le magistrat Émile Lessambé. Au Sénat, ce lundi, on mettait sur pied les commissions générales ainsi que les de changements notables dans la composition de ces bureaux. La Chambre haute du Parlement dispose désormais de tous les organes pour son plein fonctionnement pour cette année législative 2020. Les travaux ont été précédés par la conférence des présidents. Mathieu Kemgo. Les 9 commissions générales du Sénat sont désormais opérationnelles. Elles ont été constituées au cours d'une plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre, Aboubakari Abdoulaye. Réunis suivant leur spécialité, chaque commission a élu son bureau pour l'année législative 2020. Aucun changement à noter à la tête des différentes commissions comparé à l'année 2019. Ainsi, la commission des lois constitutionnelles est toujours tenue par David Etame Massoma. Le sénateur Essomba Tchongi tient la commission des finances et du budget. La commission des affaires étrangères est présidée par Fondo Ganyonga III, tandis que Bel-Luc René reste à la tête de la commission de la défense nationale et de sécurité. Les affaires économiques sont tenues par Thomas Tobo Eyoum, les affaires culturelles, sociales et familiales présidées par Vaningansen Moshibé. Le sénateur Boubakari Ousmanou est le patron de la commission de la production et des échanges, tandis que Jafarou Mohamedou préside la commission des résolutions et pétitions. Ces différentes commissions vont se mettre immédiatement au travail puisque plusieurs projets de loi sont annoncés à la Chambre haute du Parlement. Avant cette plénière, le président du Sénat a présidé la conférence des présidents. Un rendez-vous au cours duquel Massé Niat Difendi a précisé les enjeux de la session en cours. Une session qui inaugure l'année législative 2020 et qui permettra aux sénateurs d'être plus engagés dans le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. Également à la une, la National School of Local Administration, où 2 cadres de l'administration publique camerounaise ont été portés à la direction par un acte du président de la République signé le 25 mars. Le directeur général s'appelle Tanyitiko Enoachou Baye et Madame le directeur général adjoint est Lidvi Nongolo Nyanginda. Ils ont tous deux la responsabilité de former d'excellentes ressources humaines afin d'accompagner le processus de décentralisation au Cameroun. Portrait croisé, Cyril King Mbepe. Diplômés de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, les 2 jeunes cadres nommés par le président de la République ont arpenté de longues années les couloirs de la décentralisation. Le directeur général né à Yaoundé le 5 mai 1975 a parcouru du primaire au supérieur 3 régions du Cameroun. Le centre, le nord-ouest et le sud-ouest. Les défis qui l'attendent, il les connaît bien. La première chose, que nous ayons une idée précise des besoins et un profil des métiers. Ça préfigure déjà la qualité des formations, même le contenu des formations que nous allons administrer. Et il faut un organigramme, il faut des statuts pour le personnel, il faut un règlement intérieur, il faut des organes de gestion. La dame nommée directeur général adjoint, la quarantaine alerte, connaît bien le Cameroun qu'elle a parcouru dans sa jeunesse aux côtés de ses parents fonctionnaires. Elira Abouya étant bien informée.
L'un des défis majeurs de la décentralisation, c'est la fonction publique locale. Notre grand défi maintenant, c'est d'outiller ces collectivités pour que le développement du Cameroun et l'émergence tant voulue par le président de la République soient effectifs. Ces principaux artisans de la National School of Local Administration ne cachent pas leur espoir de voir la décentralisation prendre de l'envergure avec des ressources humaines qualifiées. C'est l'un des éléments du succès de la décentralisation. Nous sommes maintenant dans le processus d'approfondissement, de renforcement de la décentralisation et dans ce sens, on a besoin de ressources humaines de qualité. Habitués du travail en équipe, les deux jeunes cadres sont aussi des amoureux des choses bien faites. Le bien-être de nos populations va donc passer par ces compétences que nous mettons à la disposition de nos collectivités territoriales décentralisées. Le signal est donné. La National School of Local Administration, NASLA, va s'installer à Buea en lieu et place du centre de formation pour l'administration municipale, CEFAM. Des nouvelles qui mettent un terme à ce 20h30. On retient essentiellement dans l'actualité de ce 30 mars qu'il y a une nouvelle stratégie gouvernementale renforcée qui entre en scène pour stopper le coronavirus. Les actes de la riposte étaient expliqués par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi annonce des améliorations dans la prise en charge et dans l'application des mesures barrières. Et puis une nouvelle série de mesures pour protéger l'économie des pays de la CEMAC contre les incidences du Covid-19. La réunion de Brazzaville a donné lieu à ces résolutions que le Cameroun également devra appliquer. Une institution nouvelle est sur les rails pour la gouvernance locale. La National School of Local Administration a ses premiers dirigeants depuis la semaine dernière. Les portraits croisés du directeur général et de Madame le directeur général adjoint étaient donc en vitrine dans ce 20h30. La fin de cette édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue qui souffle une bougie ce soir. Auguste Ngononga. D'autres informations, ce sera à minuit. Le journal de Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez juste après ce 20h30 Achounyenti et ses invités dans Inside de Presidency. Avant de vous quitter, voici le rappel de ces messages. Je vous quitte avec ce rappel des numéros utiles également, des gestes qui sauvent contre le Covid-19 en espérant vous retrouver demain en très bonne santé. The coronavirus is real. Pense aux autres, ne sois pas égoïste. Protect yourself. Protège-toi, protège les autres. We need you. Please. Parce que tu souffles ta bougie. On a besoin de toi. Protège-toi, protège les autres. Le coronavirus est une réalité. Mon frère, ma sœur. Applique les gestes barrières.